Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre premier numéro de Écosystème d'ici et d'ailleurs, votre podcast qui vous parle de tous les écosystèmes du monde et qui vous donne des nouvelles. Vous l'aurez compris, je reçois trois ici aujourd'hui. À ma gauche, j'ai Tidiane Dem qui est GP de Partech Africa. Bonjour Youssou, merci de m'avoir. À ma droite, Tofen Kama qui est principal investor de Mercycom Africa. Bonjour Youssou, bonjour à tous. Et puis Tidiane Watt qui est GP de Woori Venture. Bonjour Tidiane. Bonjour. Notre premier numéro va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup l'écosystème sénégalais et puis tous les écosystèmes de la sous-région et d'Afrique et du monde. Quels sont les piliers d'un écosystème qui fonctionne? Je vais commencer par Tidiane Dem de Partech pour parler de l'écosystème sénégalais. Donc, justement. Alors, quels sont pour toi les points positifs, les points négatifs de notre écosystème et puis comment vois-tu notre écosystème? Écoute, je pense que je ne vais dire que je ne vois que des points positifs. Je vais me forcer en tout cas. Tu me demandes ce que je vois sur l'écosystème sénégalais. Écoute, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il apparaît de plus en plus clairement que le Sénégal est non seulement l'écosystème le plus visible dans l'Afrique francophone, mais même si on parle à l'échelle de tout le continent, c'est quand même un des écosystèmes en avance. C'est une phrase que j'entendais beaucoup depuis quelques années au Sénégal et elle me faisait rire. Je disais aux Sénégalais, non, on se surestime. Mais depuis 2 ans, le Sénégal est par exemple, quand on regarde sur le volume des investissements en Afrique, numéro 5. Et ce n'est pas rien. Mais le Sénégal est aussi un écosystème que les VC commencent à apprécier. Et ce que j'entends revenir tout le temps, et c'est je pense un des piliers d'un bon écosystème, c'est le talent pool. Ce que j'entends revenir chez tous mes collègues investisseurs, le talent pool ici est très très bon, ou en tout cas qu'il est particulièrement bon, et c'est une des premières bases, et donc c'est très bon pour l'écosystème. Et le dernier point pour moi, parmi les bonnes nouvelles, c'est que, et je pense que ce n'est pas forcément visible pour ceux qui commencent aujourd'hui à entreprendre, depuis quelques années, entreprendre au Sénégal n'est plus une aventure si solitaire que ça. Il y a beaucoup d'accompagnement dans l'écosystème, que l'accompagnement soit formel chez les incubateurs, les accélérateurs, chez Sen Startup, etc. Que le fait qu'on trouve autour de nous maintenant beaucoup d'entrepreneurs un peu expérimentés qui peuvent accompagner les plus jeunes. Donc il y a beaucoup d'accompagnement et ça c'est une très bonne nouvelle. S'il faut parler de ce qui ne marche pas, je n'aurai qu'un seul mot. Le seed. Il n'y a pas assez de fonds de seed, il n'y a pas assez d'argent dans le seed, et tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, je ne suis pas sûr qu'on pourra scaler notre écosystème. Mais je suis heureux d'en parler ici, puisque 2 acteurs du seed sont assis ici. Donc je mets la balle dans leur camp, c'est l'avenir de l'écosystème dépend d'eux. Alors Tofen, tu partages cet avis parce qu'il a dressé un tableau tout rose de l'écosystème sénégalais. Est-ce que tu le partages? Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Bon, comme tout le monde sait que les CRR et les Tougleurs sont des ennemis amis, on va dire que je suis quand même plutôt positif sur l'écosystème, effectivement. Je serais, à mon avis, un peu moins positif sur certains aspects, que je vais peut-être indiquer plus tard. Mais déjà pour revenir à cet événement, je trouve que déjà, moi quand je suis revenu au Sénégal, il y a quelques années, ce qui me fascinait beaucoup dans tous les événements liés aux startups, c'est qu'on parlait beaucoup de financement. Et là, c'est vraiment un des événements où on parle peut-être un peu moins de financement, mais on parle plus d'opération. Et l'écosystème, c'est la première pierre de l'opération d'une startup. C'est-à-dire que c'est le terrain de jeu. C'est là où on trouve du talent pool. La qualité et la quantité de talent dépendent définitivement de l'écosystème. Quand vous démarrez vos startups au Nigeria, au Kenya, au Sénégal, vous avez accès à un talent pool très différent. L'environnement réglementaire, ça dépend de l'écosystème. Effectivement, la qualité et la quantité du type de fonds, les seed, pré-seed, ou des fonds de grosses comme Partech et autres. Donc l'écosystème, c'est quand même super important. Si vous démarrez une startup, on va dire avec une idée moyenne, dans un écosystème plutôt faiblard, vous allez avoir toutes les difficultés. Vous avez encore beaucoup plus de chances, même sur une idée moyenne, presque médiocre, dans un environnement comme le Nigeria, aujourd'hui en Afrique, ou bien comme la Silicon Valley
aux États-Unis, vous avez beaucoup plus de chances, alors qu'avec la meilleure idée, les meilleures intentions, si vous démarrez dans un écosystème quasi inexistant, c'est quasi impossible de réussir, même si vous êtes bon. Donc l'écosystème quand même, c'est un poids important et c'est un levier super important s'il est là. Donc c'est vraiment important que de temps en temps on tourne le radar moins sur l'investissement, mais sur tous les enablers qui font que ça peut marcher. Maintenant, sur l'écosystème sénégalais, effectivement, on a un des trucs que j'ai vraiment aimé, c'est le fait d'avoir, on va dire pour la première fois, des grandes startups. Je ne vais pas citer quelques noms, mais certains qui ont levé des startups comme Wave. Pourquoi je dis que c'est important? J'ai beaucoup passé du temps, par exemple, en Afrique de l'Est. Et je voyais, nous, quand on recrutait, on prenait des gens qui étaient chez Branch, chez Tala. Et quand tu prenais ces ingénieurs, ils savaient déjà ce qu'il faut faire, ils avaient déjà les réflexes. En fait, le fait d'avoir passé 2-3 ans dans une grande start-up, on apprend. Quel que soit ce qu'on peut dire ou autre, en fait, c'est un terrain d'apprentissage. Et vous allez voir les startups qui vont sortir de ces grandes boîtes, dans 2-3 ans, les fondateurs vont être d'un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Et il suffit de surveiller pour nous autres qui sont dans le site. Quand quelqu'un me dit je viens d'une telle grande start-up, j'ai fait 2-3 ans là-bas, ça me dit quelque chose. Je me dis qu'au moins il a eu le temps d'apprendre, parce que ça s'apprend. Tidiane et moi, on a démarré des boîtes avec beaucoup de galères dans le passé, parce qu'on n'avait pas eu la chance d'apprendre. Ça s'apprend comme n'importe quel métier. Quand on a passé 2-3 ans dans une grande start-up, surtout une start-up de la Silicon Valley qui a les bons réflexes, qui sait comment définir des produits, on a une grande chance. Je reviendrai sur les côtés un peu moins positifs de l'écosystème. Je passe la parole à mon ami Tidiane. Ben vas-y. On a déjà commencé à voir les fruits de diaspora, disons Wave, avec Moustapha de Charger. Donc ça commence et puis c'est pertinent. En fait, le désavantage de l'écosystème sénégalais, c'est qu'il est dépendant des financements étrangers, il faut le dire. Et en plus, en fait, ça c'est le problème, mais aussi c'est pour ça que le Sénégal a des opportunités. Je parle notamment de la qualité des ressources humaines au Sénégal, ainsi que sa diaspora. Donc la diaspora sénégalaise est très importante. Ceux qui ont étudié en France, ceux qui ont étudié aux États-Unis, etc., qui reviennent, souvent ils reviennent avec plein d'énergie, etc. Et donc, c'est-à-dire les startups qui ont réussi au Sénégal, ce sont ceux qui sont ouverts au monde. Et ceux qui sont, disons, enfermés au Sénégal, ils ont plus du mal à s'en sortir. Parce qu'il faut le dire que donc, depuis les dernières 5 années, en Afrique, 85% du capital vient des investisseurs non basés en Afrique. Disons, Partech, c'est un fonds basé en Afrique. Donc 85% de l'investissement dans les startups africaines vient des fonds basés ailleurs. Donc, si tu veux une certaine liquidité de marché de capitaux, il faut s'ouvrir. Delaware devient un hub mondial, que ce soit pour des investisseurs chinois, des investisseurs japonais, les investisseurs nigériens, etc. Tous, eux, ils investissent dans des boîtes incorporées à Delaware. Et donc, le Sénégal doit s'ouvrir. Il est déjà un pays ouvert. Donc, tu peux venir au Sénégal sans visa. Ça, c'est ce qui m'a étonné depuis longtemps. C'est un esprit d'ouverture, le pays de la Teranga. Mais ça aussi, pour l'écosystème, pour les acteurs de l'écosystème, ils doivent aussi être ouverts. Donc, que les investisseurs sénégalais investissent au Nigeria, ils investissent au Kenya pour qu'il y ait un échange. Et également que les startups visent à commencer au Sénégal et s'exporter dans les autres pays. Ça, c'est très important parce que le marché du Sénégal est assez restreint, alors que le marché africain, il fait partie des les marchés les plus grands au monde. Voilà. On va rester avec toi, Tidiane. Alors, je rappelle que Tidiane est le fondateur d'une marque de sucre qui s'appelle Cristal. Donc, je pense que tous les Sénégalais ont au moins une fois sucré leur café. Attends. Voilà. Donc, c'est la chose la plus partagée aussi. Donc, tu
tu fais entrepreneur pendant, voilà, ça a duré 14 ans, je pense, cette aventure-là. Alors, on a parlé de Seed Capital qui fait défaut dans nos écosystèmes. Selon toi, quels sont les freins à ce? Oui, voilà, lorsque j'ai commencé en 2000, en fait, je suis venu en 2001 au Sénégal pour s'installer, après une brève carrière en banque d'affaires. Et puis j'ai lancé ma boîte en 2002. Ça coïncidait avec la dernière fois que l'équipe nationale du Sénégal était à la CAN. Anyway, donc ça fait 20 ans que je suis là au Sénégal. Et en ce moment, il y avait, même le mot venture capital, certainement, ça a échappé à pas mal de gens. Donc, pour prétendre à un investissement qui vient d'ailleurs, c'était un rêve, quoi. Donc, jusqu'à genre 2007, où il commençait à y avoir des private equity en Afrique. Donc, il y a le fonds quand même AFIG de Papenjay, qui est un fonds de 200 millions de dollars. Mais le ticket minimum, c'est 10 millions de dollars. Donc, ça exclut les startups. Même Oreos, ils faisaient partie de CDC, c'est une grande DFI anglaise. Mais eux, au début, ils avaient un ticket entre 1 million et 5 millions. Après, ils ont gradué pour faire un ticket minimum de 10 millions de dollars. Donc, il y avait des systèmes de financiers qui existaient au Sénégal, mais ils n'étaient pas orientés du tout vers les startups. Et moi, avec mon expérience de démarrer à zéro, en fait, j'avais pris mon bonus que j'ai gagné à Goldman Sachs pour réinvestir ça ici. Donc, c'était une histoire de bootstrapping. Et même il y a peut-être 5-6 ans au Sénégal, on voit beaucoup de bons entrepreneurs. Le Sénégal a des très bons entrepreneurs. Et moi, j'ai même posté quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, ils sont obligés de démultiplier les canaux de distribution, c'est-à-dire des produits. Ils ont beaucoup de produits pour pouvoir payer le salaire à la fin du mois. Donc ça, c'est une indication d'un bon entrepreneur qui assure sa boîte. Mais ça, c'est parce qu'il y a un manque de capital. Ça, c'est un signal de manque de capital. Quand tu vis ça, ça te prend beaucoup d'années. Si tu avais eu du capital, tu aurais gagné combien de temps? J'allais peut-être lever après 2 ans parce qu'en fait notre taux de croissance a touché 25%. Après 5 ans, en fait, ça plafonnait. Et donc parce que les boutiques, disons, au Sénégal étaient saturées avec sucre cristal. Donc il fallait viser l'extension. Et en ce moment, c'est en ce moment que le capital permet d'aller viser d'autres pays pour pouvoir continuer la croissance. Ça allait certainement nous économiser 5 à 10 ans sur l'accélération et aussi en fait, la menace qui représente, à qui est confrontée une société sans capital, c'est des menaces existentielles. S'il y a un petit coup, s'il y a une urgence à l'usine, etc., ou bien, par exemple, il y a une société sénégalaise qui s'appelle Zena Exotic Fruit, ils vendent les jus, etc. Leur usine a brûlé. Le fait qu'ils ont pu survivre, c'est parce qu'ils avaient juste, je ne sais pas, ils avaient quelque chose en eux. Mais quand tu as une couche de capital, ça te donne plus de capacité de résilience et de capacité de prise de risque. Et donc le capital est très important. Et non seulement ça, pour pouvoir prétendre à recruter quelqu'un de Orange, j'ai dit ça auparavant, de leur faire quitter Orange pour venir dans ton startup, ou bien de faire quitter une banque pour venir dans le startup, et la startup n'a pas une capitalisation importante d'au-delà d'1 million de dollars, c'est difficile à justifier un mouvement comme ça. Tidiane a parlé des stratégies de fonds qui sont peut-être inadaptées, des fonds qui ont des tickets minimum de 10 millions de dollars. Il a aussi parlé des fonds qui viennent de l'étranger, finalement. Il y a un sujet qui te tient à cœur beaucoup, sur lequel on discute souvent, c'est les business angels. Donc, pour un peu, j'ai envie de dire, sénégaliser les fonds, il faut des business angels. En fait, c'est tout le premier étage de la fusée qui me tient à cœur. Et le business angel, pour moi, ce n'est pas le capital, en réalité, qui fait que ça me tient à cœur, c'est l'accompagnement. Comme je te dis, donc l'entrepreneuriat est un exercice solitaire. Il est peut-être de moins en moins, mais il est toujours. Et on est dans un environnement difficile d'exécution. Et
il y a des gens qui ont déjà fait ça. C'est-à-dire, nous, les startups dans la tech, nous émergeons maintenant, mais il y a des gens qui ont monté des boîtes au Sénégal dans tous les secteurs traditionnels depuis des décennies. Et ces gens-là savent travailler dans cet écosystème, savent le faire tourner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très dommageable pour nos startups de travailler sans bénéficier de cette expérience-là. Et donc, il faut que ces gens expérimentés viennent en tant que business angel dans les boîtes et remplissent ces deux rôles importants. Le premier chèque, qui est vital pour le démarrage du projet, et apporter cet accompagnement-là et tout de suite lui faire sauter des années. Moi, je mesure maintenant tous nos problèmes en termes d'années d'entrepreneur. Les années d'entrepreneur sont précieuses. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs et ils ne sont pas entrepreneurs beaucoup d'années de leur vie. Et ces années-là doivent être utilisées avec respect, avec beaucoup. Et donc, il faut aller vite. Quand on n'a pas de capital, on ne va pas vite. Et puis, il faut éviter de commettre des erreurs classiques. Like make new mistakes, comme disent nos amis nigérians. Et donc, ces business angels-là sont pour moi la clé pour ces deux choses-là. Pour qu'on puisse faire son prototypage ou son MVP en moins de 3 ans. Parce que ce qu'on fait chez nous, c'est que tu fais du conseil à côté, du khamat à gauche, à droite, et tu utilises l'argent pour faire ton MVP. Et ça te prend 2 ans. Si un business angel te donne, je ne sais pas moi, 10 millions, 20 millions, tu fais ton prototypage en 6 mois. Et ensuite, il t'accompagne, il t'évite la moitié des erreurs que tu aurais faites, et tu gagnes encore 2 ans de ta vie. Et on a économisé 3 ans de ressources entrepreneuriales. Donc ça me tient à cœur. Et enfin, je pense que ces business angels-là sont un élément de liquidité important dans l'écosystème. Si les business angels rentrent très tôt dans les boîtes et qu'en série A, par exemple, on les fait sortir, ils remettent leur argent immédiatement au travail et ça fait exploser la base d'entrepreneurs. Je sais que parfois, quand je dis tout ça, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu coupable parce que je prêche ma paroisse. S'ils font tout ça, après moi, j'aurai des deals. Mais je pense que c'est juste une histoire d'étage de la fusée. Et enfin, pour rester sur les business angels, pour moi, ce serait presque équivalent au business angel, si on ne peut pas l'avoir, parce que notre culture au Sénégal, c'est peut-être un peu compliqué de voir quelqu'un prendre 20 millions et le donner à un gars qu'il ne connaît pas, alors qu'il a son neveu qui n'a pas encore trouvé de travail. C'est littéralement l'équation dans laquelle les gens vivent. L'autre équivalent plus proche, c'est avoir des opérateurs expérimentés qui font du pré-seed. Quand mon ami Tofen m'a dit qu'il allait faire de l'investissement, j'ai sauté de joie, littéralement. Je me dis, tiens, voilà quelqu'un qui a fait de l'entrepreneuriat, qui s'est pris toutes les tôles et qui va être maintenant en face des entrepreneurs avec un ticket. Et comme il a le ticket, ils vont l'écouter. Parce qu'autrement, je ne sais pas. Mais ils vont l'écouter et il va pouvoir jouer ce rôle. C'est un business angel, en fait. En pratique, il amène son expérience et le capital de Mercy, mais de fait, il va jouer le rôle d'un business angel. S'il annonçait à sa famille serrère qu'il allait mettre son propre argent, ce serait peut-être un peu plus dur. C'est clair. Alors, Stéphane, des boîtes, tu en trouves pour investir au Sénégal en tant que CIDO business angel comme Tidjane? On en trouve, en fait, bizarrement, on en trouve même beaucoup. Et comme il dit, en fait, une partie de en tout cas, une de nos spécificités chez Mercy, c'est justement ça. C'est que nous, en fait, on n'est pas forcément impressionné par un entrepreneur qui dit, moi, je fais, je sais pas moi, 10 millions de dollars de MRR ou des choses comme ça. En fait, nous, ce qui nous impressionne et ce qui nous intéresse plus, c'est le modèle. Est-ce que tu comprends vraiment comment ton business fonctionne? Est-ce que tu sais sur quel levier il faut appuyer pour que ça marche? Et est-ce que tu sais là où il ne faut surtout pas que tu passes du temps, comme il dit? En fait, à partir du moment où tu dis j'ai levé ma boîte, j'ai démarré ma boîte, et que tu fais une annonce publique, les gens ne se rendent pas compte que le temps est compté. Si tu fais une annonce en disant j'ai levé du pré-seed, je peux te garantir que le temps est compté avant le seed. Si tu fais une annonce en seed en disant j'ai levé, je sais pas moi, $1 million, les gens t'attendent 6 mois plus tard, 9 mois plus tard pour savoir il est où le série. Et souvent les entrepreneurs ne se rendent pas compte que ce temps-là est compté. Et tu vas passer, en fait, une boîte meurt, je suis persuadé de ça, une boîte meurt parce que les fondateurs passent leur temps là où il ne faut pas. C'est principalement ce qui tue une boîte. C'est pas forcément le manque d'argent, parce que si tu passes, si en tirant la table, je sais qu'il faut tirer par ici, et qu'il ne faut pas le faire par là, en fait, ce temps que tu gagnes te permet d'arriver à un niveau où quelqu'un dit, moi cette boîte m'intéresse, j'ai envie de mettre mon argent. Donc effectivement,
l'écosystème est quand même assez riche. Moi, je passe un temps fou, un temps vraiment fou sur les startups qui nous intéressent, on va dire, en début de process. Je suis pratiquement le product manager. Il y en a quelques-unes dans l'écosystème qui le confirmeront. Je rentre dans le produit, je pousse et j'indique en fait. Et j'essaie d'apporter aussi les 1001 erreurs que j'ai faites, notamment dans la façon de définir le produit, dans la façon de pitcher. On intervient énormément parce que j'ai envie aussi que quand la boîte arrive en IC, que ça fonctionne. Et je suis assez patient. Je peux passer 3 mois sans faire de rush à attendre que la boîte soit prête pour. Et pendant tout ce temps-là, on fait du travail en background avant d'arriver. Alors, quelques éléments par contre que je trouve un peu peut-être moins positifs dans l'écosystème sénégalais. Je trouve par exemple qu'il nous manque de playbook. Quand je reçois un dossier du Nigeria, la première chose que je regarde, c'est la composition de l'équipe. Et je regarde l'équipe, et je regarde la plupart des gars de l'équipe, ils vont te dire, ah, j'ai passé 2 ans chez Paystack. J'ai passé 2 ans chez chez Flutterwave. Et en fait, quand je regarde une startup sénégalaise, effectivement, les gens étaient consultants. Et donc, tu vois, tout de suite, le parcours est différent. Donc, j'ai vraiment envie de dire, si vous êtes en démarrage de startup, surtout jeune, prenez peut-être 1 an, 2 ans de votre vie dans une vraie startup avant d'aller garder votre idée à côté et soyez moins pressé en fait. Allez essayer et regardez comment on scale, comment on lève des fonds. Et après, au moment de la levée de fonds, au moment du démarrage de votre propre projet, je trouve que c'est plus facile. Hier, il y a un entrepreneur nigérien qui est venu me voir en me disant j'ai un beau projet, j'ai envie de démarrer, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et donc je lui dis, ah mais... Et on parlait comme ça, je lui dis, mais j'ai loupé le site de telle boîte. Et il me dit, ah non mais moi je viens de cette boîte, j'étais le product manager, j'étais le head of growth, je vais te mettre en relation. Et la boîte m'appelle en me disant, mais non, on était en précipe, on va faire le site. Vous êtes welcome, et là on commence à discuter. Et l'entrepreneur me dit, mais lui était vraiment mon gros manager, et je l'ai poussé pour sortir, pour créer sa boîte, parce que je trouve qu'il était prêt. Tu vois, au Sénégal, on aurait intérêt, on aurait tendance à te garder. Youssou est chez moi, j'ai pas envie qu'il parte. Mais en fait, tu vois, là-bas, on va te dire, non, mais tu es prêt, tu peux y aller. Et c'est lui-même qui va te ramener des deals pour t'aider dans la levée de fonds. Et tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai un petit exemple là, en fait, qui aborde dans le même sens. En fait, lorsque je faisais mon MBA aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Elon Musk. En fait, on avait un start-up en ce moment. Et ma tante, une femme noire, gérait les FAA. Donc, ça, tous les... bon, je ne sais pas comment le dire en français. Quand ils lancent the rockets into space, ils avaient besoin d'avoir l'accord de cette femme noire aux États-Unis. Donc, elle a pu me chercher un entretien avec lui. Donc, on a pitché notre petit start-up en ce moment. Mais il a dit que c'était mal. Bon, je n'ai pas trop aimé sa manière, mais quand même, il a sorti l'exemple des fondateurs de YouTube. Le fondateur de YouTube travaillait chez PayPal pendant quelques années avant de lancer sur YouTube. Et donc, évidemment, YouTube, c'est une grande réussite. Donc, tout ça, c'est pour abondir dans le même sens de Dauphin, de dire qu'en fait, il y a la notion de Somayef au Sénégal, c'est-à-dire chacun veut avoir leur propre affaire, alors qu'il faut davantage de partage. Il faut pouvoir aller travailler dans la boîte de Dauphin avant de lancer sa propre boîte. Il faut accepter d'être un business angel avec quelqu'un avec un petit pourcentage. Même si auparavant, des gens vont te donner 50 millions en demandant 50%. et ça ne marche pas. Si tu te mets 50 millions, ok, c'est pour 2%. Il faut pouvoir accepter ça. C'est comme ça que l'écosystème va s'épanouir quand les acteurs sont solidaires, en quelque sorte. Donc, un premier pilier pour un écosystème qui fonctionne, comme tu dis, c'est le premier étage de la fusée. C'est du site, capital et des business angels. Ensuite, là, on parle des talents. C'est très important d'avoir fait ces classes dans une grosse startup. Alors, on a 2 exemples là, ici dans l'écosystème. On a Moussa Fagno et Chargel qui est tendance à arriver.
on a Jimmy Komako. On a Jimmy de Monaco. Attends, je vais te faire reculer une seconde. Tu dis Mustapha qui était chez Wave, Cora de Wave a fait InTouch. Ok, voilà. C'est un truc qui s'entretient, ça. Et Jimmy a fait Paystack, a fait Coin Afrique. Et là, il est en train de lancer avec le... Non mais attends. Bragging times. Jimmy a fait stage chez moi Bragging time. quand j'étais chez Google. Et nous, il a construit notre système d'infonomie. Tu vois, il a fait le tour. Il a de l'expérience déjà. Il était, tu vois, donc en 2014 ou 2013, il fait un stage chez nous, chez Google. Il passe chez vous. Il a fait ses classes. Donc, du coup, on a beaucoup de startups, donc on a beaucoup de talent. Ça, c'est quelque chose qui est dit. Peut-être qu'on pêche dans la composition des équipes, finalement. On pêche dans la composition des équipes parce que, bon, moi, en tout cas, sur l'expérience que j'ai, il y a un vivier très important ici, qui est par exemple l'ESP, qui fournit des ingénieurs qui sont très, très talentueux, qui sont très bons quand ils sortent de l'école en tout cas. Mais qu'on perd très vite. Et finalement, les startups n'arrivent pas à les capter, n'arrivent pas à les convaincre. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel... Ouais, mais Tidiane l'a touché tout à l'heure. Le capital joue aussi ce rôle-là parce qu'il permet de recruter les bonnes personnes. Moi, quand je dis aux gens maintenant, quand je partage mes erreurs d'entrepreneur, celles que je partage en premier, c'est que cette idée que j'avais quand je commençais ma boîte, que parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, il ne faut pas que je recrute des gars trop bons, trop chers. Il faut que je prenne des stagiaires. Et je préférais prendre 4-5 personnes qui sortent tout de suite d'école, mais en réalité, il valait mieux prendre une personne qui a déjà un peu d'expérience parce que sa productivité va être supérieure à celle des 10 personnes moins chères que je prends. Et je pense qu'on est dans ce piège au début, souvent, qui est qu'on veut prendre des gens pas chers. Ou des gens gratuits. Quand on va prendre des gens chers, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que qui va accepter de quitter une position confortable pour une aventure finalement dans notre Écoute, secteur, c'est que... Il a dit quelqu'un de chez Orange, tu veux débaucher de quelqu'un chez Orange, donne-lui beaucoup d'équité. Il faut aussi qu'on parle aux gens qui sont dans les grandes boîtes. Mais tu vois, tout ça, ça s'entretient. Je pense que quand les gens commencent à voir qu'il y a beaucoup d'upside d'aller dans une petite start-up, à ce moment-là, vous arrivez à recruter des gens qui sont dans des positions confortables. Je me rappelle en 2016, quand on discutait, j'étais au Tchad et tu étais à la dernière phase chez Google. Et je t'ai dit, Tidiane, on va aller lever un fonds d'exit. Il me dit, mais c'est quoi un fonds d'exit? J'ai dit, mais oui. Parce que quand tu regardes au Nigeria aujourd'hui, à l'instant où Paystack s'est fait acheter, tu regardes les chiffres, 200 millions de dollars, tu regardes les deux jeunes, tu te dis, mais les gars, ils ont démarré quoi il y a 5 ans? Et tu regardes, tu te dis, tu vois le business nigérien, le businessman nigérien, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en 5 ans, je me retrouve avec 200 millions de dollars en poche, avec deux jeunes qui ont moins de 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça n'existe pas. À cet instant-là, tout l'écosystème nigérien a compris. Il faut une exit et ça change tout. J'avais donné l'exemple du foot. J'ai dit, vous vous rappelez quand on était jeunes, à l'instant où les premiers Sénégalais, les premiers Africains, les George Weah sont allés dans les championnats européens, t'entends le salaire de George Weah à l'époque, je te dis, mais moi j'ai envie de faire du foot. C'est motivant. Tu vois? En fait, finalement, tout ça pour de recruter un exécutif chez Orange, pour ne pas le citer, ou bien prendre des jeunes talentueux chez l'ESP, à qui la famille a beaucoup, sur laquelle la famille a beaucoup investi, s'est dit, mais tu peux être un grand directeur, je ne sais pas où, pourquoi tu vas aller rejoindre une start-up ou même lancer une start-up? C'est ça. Parce que les gens n'ont pas en fait une idée de l'outcome. Qu'est-ce que ça peut donner si vraiment ça réussit? Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est, oh là là, c'est des galères. Tu vas te planter, ça va être difficile. En fait, on n'a pas encore beaucoup d'exemples. Beaucoup de success stories. Success stories, on a besoin de ça. Le jour où ça va arriver, en fait, vous allez voir aussi que l'écosystème, c'est pour ça que j'ai challengé un peu mes amis d'Orange, c'est à vous de racheter. C'est vrai, quand tu regardes aujourd'hui, Google a acheté combien de boîtes? 300, 400 boîtes? Centaines.
Voilà. Facebook, combien? Si Facebook n'avait pas racheté WhatsApp aujourd'hui ou Instagram, on n'en parlerait plus du tout. Ce serait has-been depuis longtemps. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, la plupart des grands corporates, en plus de fournir du talent, ils participent aussi à l'écosystème parce que le fait de racheter une boîte qui est dans ta ligne de mire, ça te permet de gagner aussi 2-3 années de R&D. De faire des choses que tu pourrais de la liquidité. Pas faire en interne, beaucoup où les startups peuvent le faire. Mais on n'a pas, dans notre culture corporate, on n'a pas ça non plus. Je voulais dire justement qu'en fait, il y a certains qui sont en danger d'être disrupted, à savoir les institutions financières, surtout en Afrique, les banques, les sociétés d'assurance. Là, les fintech, ils sont en train de sortir des produits qui sont beaucoup plus rapprochés aux consommateurs. Et donc, au finish, ils vont finir par disrupter les grandes sociétés là, qui sont capables quand même de racheter. Et ce serait bien aussi pour l'écosystème. Quelle est la menace que mettent sur la table finalement les fintech face aux grandes institutions qui sont là, etc. Mais il y a par rapport au talent, il y a des sociétés, des startups qui tentent de remédier à ce problème-là. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Pokeno. Abdelkhad. Voilà, qui prend des primo-développeurs, etc. et qui essaie de leur donner vraiment de l'étoffe et de l'expérience pour qu'ils puissent intégrer les grosses boîtes. Nous, par exemple, en fait, après que Jimmy ait commencé notre système de fonds, on a eu un jeune très talentueux qui s'appelle aussi Diop, qui a fait Volcano, et vraiment qui nous a construit. Moi, j'étais surpris même à la fin. Bon, j'ai aussi passé le DER avec un de nos associés, on a beaucoup aidé. Mais tout seul, il a vraiment construit quelque chose de très intéressant. Alors, Didier-Loan, j'ai peut-être une question. Tout à l'heure, Tofel a parlé de Paystack, de Paystack. Alors, culturellement, est-ce qu'on est capable au Sénégal de filer 200 millions de dollars à deux jeunes qui ont moins de 30 ans? Il y a les jeunes aussi. Moi, je les ai connus en fait au Nigeria et aussi à San Francisco. Il y a ces jeunes-là, mais aussi il y a les investisseurs qui l'ont accompagné. Finalement, au moment de la sortie, il y avait 42 investisseurs. Donc, quand ils sont, en fait, ils m'ont raconté. Combien qui sont nigérians sur les 42 en plus? Beaucoup de Nigériens. C'est ça qui est intéressant. C'était le point que tu as évoqué auparavant, parce que quand tu fais un rendement sur l'investissement de 26 fois, donc si tu participais aussi de Paystack et tu es sorti avec la sortie, tu as 26 fois ton investissement. Ça, c'est maintenant, tu peux réinvestir dans quelques autres startups, etc. Voilà, 260 millions. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il m'a expliqué aussi que pendant tout leur processus après YC, parce qu'ils étaient la première à faire Y Combinator, en fait, ils ont fait un speed dating après le Y Combinator avec une cinquantaine d'investisseurs. Ils ont sorti avec 7-8 investisseurs. Après, donc, ça veut dire l'esprit d'ouverture. Après le Demo Day, oui, c'est ça. Donc, c'est encore une histoire de l'esprit d'ouverture. Donc, c'est non seulement que les business angels doivent investir, mais aussi les start-upers doivent être un peu ouverts à accepter l'assistance des business angels, accepter les petits chèques, etc. Parce que ça ne coûte rien en fait. Voilà, c'est ça. Je voulais juste parler aussi de l'influence de Y Combinator. Et c'est vrai que dans l'écosystème sénégalais, on part peut-être avec un léger désavantage, qui est un peu la langue. Je peux te garantir quand même que Y Combinator a un effet absolument incroyable sur l'écosystème nigérien. À partir du moment où Paystack, Flutterwave sont rentrés, déjà les fondateurs de Paystack, de Flutterwave, moi je connais Ian, qui lui passe un temps fou chaque année à préparer les startups. C'est que tu peux lui envoyer ton deck, il te prépare, il t'aide, et en fait il pousse pour que tu rentres. Et les gens qui ont fait quand même Y Combinator, pour les gens qui ne se souviennent pas, dans ma première boîte Windstream, qu'on avait démarré à Redwood City, on nous avait dit, mais allez souscrire, allez chez Y Combinator. On avait refusé. On avait dit, mais c'est pas sérieux. Paul Graham, c'est des charlatans. On ne peut pas. Une vraie start-up, un vrai fondateur, tu es un Steve Jobs, tu as de la vision. Et Paul Graham disait, non. L'entrepreneuriat, je peux vous garantir que ça prend.
il disait ça. Et je retrouve encore l'étude où les gens disaient oh, mais tu sais, les Airbnb, les Stripe, c'est pas de vraies boîtes, c'est des API. C'est des gens qui font pas vraiment de l'innovation. C'est des petites choses. Et lui, il disait non. Moi, j'ai pas une énormissime carrière d'entrepreneur, mais j'ai compris que si tu suis un certain process, voilà, si tu suis un certain process, en fait, tu vas éliminer beaucoup d'erreurs. Et même avec une idée médiocre, tu vas y arriver. Et je suis sûr que je peux industrialiser ça. Donc, quand Y Combinator est arrivé au Nigeria, et j'espère vraiment qu'on va trouver quelques-unes de nos boîtes qui vont rentrer là-bas, ça va être aussi un accélérateur parce qu'il te donne un playbook. Voilà ce qu'il faut faire, même sur le pitch. Je regardais ce matin, avec mon épouse, on regardait le pitch d'un truc là, et je dis, mais ça sent Y Combinator. Parce qu'ils te disent exactement ce qu'il faut dire. Limite, c'est presque difficile pour nous, investisseurs, de décoder ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Tellement les pitchs sont bien faits. En fait, quand quelqu'un a déjà cette expérience-là, même avec une idée médiocre, il est presque capable de te convaincre parce que c'est tellement bien fait. Il sait exactement ce qu'il faut te dire. Et souvent, c'est différent des trucs génériques qu'on voit. Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Je trouve dommage qu'on n'ait pas un Y Combinator africain. J'aurais vraiment aimé qu'on ait quelque chose de... C'est presque une école. C'est pas de l'investissement seul, c'est une école. Et je pense que le jour où on aura 4-5 boîtes sénégalaises dans Y Combinator, l'écosystème va aussi augmenter parce qu'ils vont lever des fonds, ils vont aider d'autres. Et donc s'il y a un des piliers que je voulais vraiment indiquer, c'est l'histoire du playbook, savoir ce qu'il faut faire à chaque étape. Est-ce qu'on peut exiger un sujet qui touche sur ce que Tofen a dit, à savoir que Y Combinator t'exige à s'incorporer à Delaware? Donc, tu es obligé. Et ça, c'est quand même... j'ai vu au Sénégal des erreurs qui ont été commises par des startups qui s'incorporent au Sénégal, qui empêchent aux investisseurs mondiaux de venir. Là, les investisseurs mondiaux ne peuvent pas, de près de leur statut, investir au Sénégal. Ils ne connaissent pas les lois, etc. Et donc, la notion d'un holding dans un pays comme les États-Unis ou bien en France ou bien île Maurice, qui est propriétaire des boîtes dans chaque pays africain, c'est ça le playbook qui marche en quelque sorte. Donc là, c'est un point négatif finalement. Enfin, en tout cas, il y a une incompatibilité juridique en tout cas entre ce qui détient la capitale pour l'instant et comment sont structurées nos boîtes. Parce que moi, je fais partie des... C'est quand même dommage qu'on fasse une invite en fait, un peu systématique aux gens dans les Delaware. Je ne sais pas si... je ne suis pas sûr. Pour moi, on ne peut pas s'attendre à ce que la structure juridique dans tous les pays du monde fonctionne pour faire des boîtes globales. Il y aura des hubs. Il y aura quelques hubs. Ce sera Delaware, Maurice, Luxembourg, etc. Parce que ce n'est pas que la loi, c'est tout l'écosystème de service providers qui accompagne la structuration et l'administration d'une entreprise. La plateforme Maurice aujourd'hui, c'est plein de gens qui font de l'administration de fonds, qui font toutes ces choses-là. Et donc ça ne m'inquiète pas. Et si les gens s'inquiètent, oui, mais l'argent va ailleurs, il ne va pas ailleurs. L'argent qui a été investi dans la holding, dans le Delaware, est dépensé où? Voilà. Il est dépensé ici. Donc au final, il crée des emplois ici. Il achète des fournisseurs ici. Donc il faut un peu se décomplexer sur ça. Mais ce qui est important, c'est que nos boîtes apprennent à dire où est le hub sur lequel je veux me mettre pour pouvoir attirer des capitaux qu'il faut, pour pouvoir... Mais ce n'est même pas que des problèmes de capitaux, hein, c'est des problèmes très opérationnels. Si vous essayez un jour de faire un virement d'un compte au Sénégal vers un compte au Kenya, vous en reviendrez très vite et vous saurez qu'il faut avoir une holding à Maurice ou à Delaware et faire le virement de là-bas. Donc il y a des considérations opérationnelles. Moi, ça ne m'inquiète pas que les boîtes ne soient pas au Sénégal. En fait, après, on pourrait avoir tout un débat sur le fait que l'environnement ici est très mal fichu pour beaucoup de choses, l'environnement juridique. Il y a par exemple des artefacts de la loi sur le contrôle d'échange dans l'UEMOA qui sont extrêmement durs pour les startups et pour les investisseurs. Par exemple, littéralement, tu ne peux pas, en tant qu'investisseur au Sénégal, investir dans une boîte hors de l'UEMOA. C'est quasi impossible. Et ce que disait Tidiane tout à l'heure, si nos angels n'apprennent pas à aller investir ailleurs,
et faire venir d'autres angels ici, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas investir une structure sénégalaise ne peut presque pas investir dans une structure hors de l'UEMOA sans avoir, alors, 2-3 conditions. Il faut que 75% de l'investissement vienne de structures hors de l'UEMOA. Tu ne peux faire que 25% de l'investissement. Il faut que tu aies une autorisation du ministre, pas du ministère, du ministre des Finances. Cette autorisation est à renouveler tous les 2 ans. Si elle n'est pas renouvelée, tu dois liquider ton investissement, rapatrier la liquidité dans l'UEMOA, ou tu fais face à 5 ans de prison ou une amende de 5 fois ton investissement. Effectivement. C'est du délire. Pourtant, quand tu reviens sur cette loi, elle vient d'une loi sur le contrôle de change, et dans ce contexte, ça a du sens. Mais tout à coup, dans le contexte d'investissement, ça n'a pas de sens, et le carve-out n'a pas été fait. Et ça, je pense que cela ne vient même pas d'une mauvaise volonté, ou ça vient juste d'une ignorance très simple. Les gens du ministère travaillent sur d'autres sujets, et quand ils ont crafté ces lois-là, il n'y avait personne autour de la table qui connaît l'investissement. C'est contraignant. Un point à rajouter là-dessus, en fait, c'est les institutions financières au Sénégal qui sont capables d'investir des grosses sommes, qui investissent. Si tu vas à Plateau, presque tous les immeubles sont, c'est les assureurs qui sont des propriétaires. Les assureurs, ils font des placements énormes. Mais si tu regardes la régulation de la CIMA, en fait, ils sont un peu empêchés d'investir dans les fonds d'investissement, surtout en dehors de la zone. Ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent aller jusqu'à 5%, mais ils investissent très peu dans les fonds d'investissement basés dans la zone. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait un fonds basé à Dakar. Normalement, on doit faire appel aux assureurs qui ont quand même beaucoup de capital, qui font des placements, qui vont investir dans le fonds d'investissement, qui peut attirer d'autres capitals, qui permettra qu'il y ait un autre fonds d'investissement ici. Mais ils ne le font pas souvent. Ils sont dans l'immobilier, ils sont dans des choses comme ça. Et c'est très réglementaire. C'est très réglementé. La réglementation, c'est contraignant. Je pense qu'ils peuvent maintenant aller jusqu'à 5% de leur base d'actifs dans les fonds, mais ils n'ont pas encore commencé à le faire. Et moi, j'aimerais bien lancer l'appel pour que les assureurs sénégalais, qui sont quand même assez doués par rapport à d'autres pays, qu'ils investissent dans les fonds. Parce qu'il faut, à un certain moment, il faut qu'on dépende de nos capitaux locaux. On ne peut pas seulement être compter sur l'investissement mondial étranger. Il y a une bonne raison d'éviter cette contrainte. Aujourd'hui, qu'il y a une crise globale sur la tech, ce qui s'est passé, c'est que le financement à partir de la série B en Afrique, qui était fait que par des fonds qui n'étaient pas basés en Afrique, s'est tari complètement. C'est-à-dire, tout à coup, si tu lèves 20 millions de dollars, il n'y a plus personne. Et parce que ces fonds-là, pour qui l'investissement en Afrique était une petite allocation, ils ont des gros problèmes ailleurs. Et ça, on oublie. Alors, non seulement ils n'investissent pas, mais les investissements qu'ils avaient faits, ils ne s'en occupent pas. Tu ne vas pas t'occuper de ton investissement de 20 millions dans une boîte africaine quand tu viens de perdre 10 milliards ailleurs. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'écosystème a commencé à décoller et le relais sur les séries B, séries C vient de disparaître parce qu'il n'y a pas d'acteurs locaux. Donc, cette histoire d'acteurs locaux, elle est importante à beaucoup de titres. Accompagnement, capital, mais mobiliser cet argent-là. Pour Tigane, donc, les assureurs peuvent être en tout cas une solution pour tropicaliser les capitaux financiers. Tout à fait. J'ai tendance à dire que l'investissement ressemble presque à une politique. Si tu regardes bien comment ça fonctionne. Premièrement, ben oui, en fait, quand tu prends un investisseur, tu ne peux plus trop t'en débarrasser. C'est comme un mariage, c'est comme un mariage. Il remet sur les fonds suivants. Voilà. Et donc, pourquoi je parle de dating, c'est que la proximité culturelle est super importante. Quand tu lèves des fonds et que tu te retrouves avec un investisseur sénégalais qui connaît le Sénégal, qui connaît l'environnement, le niveau de discussion que vous avez est complètement différent. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent récalés parce qu'ils ont peut-être une bonne idée, mais la proximité culturelle n'est pas là. Les références culturelles ne sont pas là. Donc, le fait d'avoir des fonds de pension ou bien des assureurs sénégalais ou africains qui rentrent dans le secteur, qui investissent sur les fonds parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance. La granularité. Voilà, la granularité ou bien même
la compétence pour décider si telle et telle boîte mérite un investissement. Je pense que c'est probablement le prochain débat dans les prochaines 10 années. On a investi récemment sur une boîte camerounaise qui s'appelle Ijara, qui a une idée folle, qui est de dire quand on fait les bons, quand par exemple une entreprise ou bien le gouvernement a envie de construire une route, une infrastructure, ils font souvent appel à des bons. Et ces bons sont mis à disposition de certaines grandes banques ou de certains grands investisseurs avec un ticket minimum qui est souvent assez élevé, 1 million, 2 millions, voire plus. Ils ont dit, mais pourquoi moi, le Camerounais sénégalais, enfin normal, le Sénégalais lambda, qui a peut-être 10 000 francs, si je suis prêt à rester 3 ans, pourquoi ces 6%, 7% sont alloués au gros bonnet de telle banque? Et en fait, je trouve ce phénomène, alors, à mon avis, ça ne va peut-être pas remplacer l'investisseur, mais si quelqu'un était capable de mobiliser comme ça beaucoup de gens pour avoir une certaine masse et le mettre à disposition, on arrivera, à mon avis, au même résultat sans forcément les mêmes contraintes réglementaires. Ils sont en train de faire ça, on a un pilote qui a démarré, je pense, le mois dernier. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, sur la plupart des bons du Trésor, tu peux, via la plateforme Ijara, participer à hauteur même de 1,5 $, à hauteur de 1 000 francs. Donc tu peux acheter 100, 200 bons et tu as exactement les mêmes retours qu'un riche millionnaire sénégalais qui a envie de placer ses 20 millions, 30 millions dans un fonds. Il y avait un diaspora bond qui était fait à l'époque par la BHS, c'était excellent. Mais il faut savoir qu'en tout cas, si les assureurs ne bougent pas, les startups vont probablement combler cela. Et à mon avis, je vois tellement de boîtes aujourd'hui qui et racheter les assureurs. Et peut-être racheter les assureurs. En tout cas, moi ce que j'aime bien dans notre écosystème, surtout en Afrique globalement, c'est que là où se trouve le gap, quelqu'un va trouver l'idée. Et quelqu'un va aller chercher la solution, y compris dans des solutions alternatives, par exemple avec le DeFi. Beaucoup de gens entendent parler de crypto à gauche à droite. Beaucoup ne savent pas que, en fait, ils sont même en train de l'utiliser sans le savoir. Combien de fonds, des boîtes comme Goldfish sont financées en Afrique, en Ouganda, au Kenya. Tu vas dans un de vos portfolios. Tougandais, ouais. Voilà. Beaucoup d'Ougandais aujourd'hui vont emprunter une moto. En fait, le financement a été initié par Goldfinch depuis des fonds dont tu ne sais même pas d'où ils viennent. Parce qu'ils viennent vraiment des fonds globaux avec des gens qui sont prêts à prendre le risque et qui n'ont pas du tout peur, en tout cas les peurs pour pouvoir ici en local. Donc, si les acteurs locaux ne bougent pas, les startups vont le faire et après on va crier partout qu'il y a une disruption. C'est ça, et puis bon, c'est les gens qui parlent beaucoup de la réglementation, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Souvent c'est un manque de. Je vais être honnête. Oui, souvent, derrière les freins réglementaires, il y a aussi. C'est facile en fait aujourd'hui. Tu lèves des fonds, des gens qui mettent de l'argent dans des assurances. Comme ça. Les banques. En fait, tu as un très bon de trésor garanti de ça. Donc on l'assume, on est là pour apporter du désordre. C'est comme ça. Moi, je l'assume. Il faut secouer le problème. En fait, quand il n'y a pas des acteurs locaux, Tofen a parlé de la culture, de l'aspect culture. Donc quand il y a un manque d'investisseurs locaux, il y a quand même des investisseurs mondiaux, ils existent. Et eux, ils ont plus d'affinité culturelle avec ceux qui viennent de là-bas. Et donc, du coup, on a un fleurissement des startups dirigés par des expats en Afrique. Il y a eu une statistique en Afrique de l'Est qui disait que 90% du capital pour les startups allait dans une société dirigée par un expat. 90%. À l'absence de fonds locaux, à l'absence des affinités culturelles, comme il a dit tout à l'heure, il y aura des startups, mais ils vont être seulement des startups dirigés par des expats. Pour donner un chiffre sur ça, pour comparer le Kenya et le Nigeria, un pays où il y a beaucoup d'investisseurs locaux, les sites sont locaux, il y a beaucoup d'angels, 90% de l'argent est allé dans des boîtes dirigées par des Nigériens. Et au Kenya, où les investisseurs sont des fly-in investors, 90% de l'argent est allé à des expats. C'est assez structurel. Alors la question c'est où est-ce que sera le Sénégal? Est-ce qu'on sera un écosystème
d'expats. Et où sera le curseur au Sénégal? J'ai envie de vous demander à vous les entrepreneurs, est-ce que vous le voyez? Parce que pour l'instant, je vois quelques entrepreneurs expats, pas beaucoup, et en majorité des entrepreneurs locaux. Moi, ça m'a toujours choqué de voir justement au Kenya le nombre de CEO, en tout cas, qui sont pas kenyans, qui sont des expats, la quantité d'argent qu'ils arrivaient à capter. Ça m'a toujours étonné, mais effectivement, là, la réponse est là. C'est normal. C'est un peu l'acquaintance. Voilà, c'est un peu l'acquaintance culturelle, si c'est des plats qui sortent. Alors, au Sénégal, pour l'instant, vraiment la tendance, c'est que c'est vraiment des founders locaux qui captent pour l'instant. Les plus gros, malheureusement, c'est Wave. C'est Wave. Vous allez dire que c'est un mix basket. Il n'y a rien qui empêche l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat veut dire la volonté d'une personne d'entreprendre. Après, moi, je jette souvent la pierre aux locaux. Alors, puisqu'on doit être un peu controversiel. Est-ce que je vais prendre Wave comme exemple? Ce que Wave a fait, en tout cas, moi, quand je les ai rencontrés, marché TFS Hambourg, en train de tester, de prototyper avec les clandos, les marchands et les marieurs. Et toute l'équipe avait déménagé des US, pas pour habiter Dakar, mais habiter Mbour. Je me demande dans quelle mesure le cadre sénégalais lambda est prêt à faire ça. Dans quelle mesure le cadre sénégalais lambda qui habite aux US, qui a enfin eu sa green card, qui a son boulot aux US, dans quelle mesure il est prêt à prendre ses bagages, venir se poser à Fatick ou à Kaolack et prototyper dans le marché? D'abord, sa famille va l'allumer, hein. C'est un grand malheur là, il est rentré pour faire ça. Dans quelle mesure un cadre sénégalais qui travaille dans une des grandes banques du pays est prêt à démissionner et à aller prototyper un petit truc à Vélingara ou un truc comme ça? Et pire, moi je jette vraiment la pierre à la diaspora parce que le cadre sénégalais souvent n'a pas de filet de sécurité. Aujourd'hui, je regarde un cadre sénégalais à Paris, me dit tu as probablement 15 mois d'ACDIC si tu veux. Mais est-ce que tu es prêt? Parce qu'ils te disent quand tu les rencontres à Paris, moi je suis en train de réfléchir à mon retour. Je me pose des questions sur mon retour, mais tous le retour dont ils rêvent, c'est débarquer dans une grande boîte, avoir tout de suite la grande villa, la voiture de fonction et tout ça. Et arriver avec la seniorité qu'ils ont récoltée là-bas. Moi, je dis, si c'est ça, on n'a pas besoin de la diaspora chez nous. Restez. On a des gens pour occuper ces postes. C'est pas ce qui nous manque. Si vous êtes la diaspora, c'est que vous avez été exposé, vous avez déjà des réseaux, vous avez un peu plus d'épargne probablement que les gens ici, et vous avez un filet social parce que vous avez le chômage si vous perdez votre boulot là-bas. Mais venez faire des boîtes. Ne me demandez pas où est-ce que je peux trouver un bon fauteuil et bon, pardon la diaspora de nous écouter, mais votre peur m'étonne parce que vous êtes les seuls à avoir un filet de sécurité. L'inconfort, c'est finalement un filtre. C'est que le fait d'être à l'aise, en tout cas. Mais pourquoi l'entrepreneur qui sort du Wisconsin est prêt à aller traîner ses guêtres à Kampala et le Sénégalais ne l'est pas? Tout à l'heure, j'ai dit un mot, le mot culturel, finalement, et en fait, on est en plein dedans. En fait. Il y a peut-être des freins culturels qui nous empêchent voilà, justement de construire cet écosystème-là qu'on aurait tous. Nous, quand nous sommes rentrés, donc avec Paoma, voilà, nous sommes tous diaspora returnees là, par exemple. Moi, ma mère m'a dit, on vous a marabouté, c'est pas possible. Parce que j'avais un scooter pourri, j'avais fait un entretien à la PCAO, etc. Je suis rentré dans le bâtiment, une fois, j'ai vu le bâtiment, j'ai vu comment c'est figé. On m'a dit, t'as pas le droit d'être dans le même ascenseur que ton épouseur. Je préférais mon scooter. Tu as préféré ton vieux scooter. Après, clairement, tu avais été marabouté. C'est pas Bon, je voulais juste revenir sur l'histoire des flying investors ou flying entrepreneurs, qui est un phénomène où beaucoup de gens dans la culture-sphère se sont toujours moqués, en tout cas dénoncés. Maintenant que je suis un peu dans l'autre côté, je regarde, je pense qu'il faut être juste factuel. C'est-à-dire que, comme je disais en fait, s'il y a une opportunité, quelqu'un va venir le prendre. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Si on a des opportunités ici que les autres voient, que nous on ne voit pas, les gens vont venir
de Londres, des États-Unis, de Paris, ils vont le faire et on va être là à payer. Donc si les gens viennent et qu'ils voient des opportunités, il faut que nous, on s'organise dans l'écosystème pour aussi apprendre et combler ces gaps. Si on ne le fait pas, il ne faut pas s'étonner que d'autres viennent le faire. Et en tout cas, toi et moi, en tant qu'investisseur, on investira sur les gars qui le font, d'où qu'ils viennent. Oui, voilà. Je pense que l'objectif, dans le fond, c'est trouver la meilleure boîte qui correspond à tes objectifs, à ta thèse, et qui va te donner on va dire, le retour ou l'impact que tu veux, ou les deux. Donc, on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans certains détails, parce qu'en fonds aussi, c'est quelque chose de global. Les fonds viennent de partout. Donc, on ne peut pas dire je vais investir que chez des Sénégalais. Ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que quand l'opportunité est là, et que les gens ne le font pas, il ne faut pas s'étonner que d'autres viennent le prendre. Et maintenant, en ayant de plus en plus de fonds locaux, en ayant de plus en plus d'opérateurs locaux, d'investisseurs qui sont basés sur place, cette tendance va, à mon avis, baisser de plus en plus. Parce qu'on sait distinguer ce qui est vrai du faux. On sait aussi donner la chance à des entrepreneurs locaux. S'ils ont la bonne idée, on sait aussi s'organiser pour les aider à atteindre le niveau qu'il faut. Maintenant, sur l'histoire comment on appelle ça, de la diaspora, moi j'ai une autre lecture en fait. Je pense qu'il faut comprendre aussi d'où viennent les gens. À chaque fois qu'on discutait avec les gens, ils me disaient mais je ne comprends pas ce que vous faites là-bas. Et en fait, j'ai envie de dire, en fait, quand on a quitté le Sénégal comme nous autres à 19 ans quand tu venais d'avoir le bac, 20 ans après, le Sénégal que tu t'imagines reste le Sénégal que tu as vécu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens d'une famille relativement peu aisée, en fait, dans ton esprit, quand tu vas rentrer, les difficultés que tu avais à l'époque restent les mêmes. Tu vas dire, de toute façon, même avec mes compétences, je ne trouverai pas le boulot ou bien l'opportunité qu'il faut parce que je n'ai pas les bonnes connexions. Ma famille n'est pas bien connectée. Et en fait, ça, c'est un phénomène psychologique que souvent, on ne mesure pas. Et j'ai remarqué dans nos promotions, les gens qui rentraient le plus vite, c'était les gens qui avaient une sorte d'assurance de trouver du boulot en local, donc souvent dont les familles étaient plus connectées. Je dis plus connectées, pas forcément plus riches, mais plus connectées. Donc, moi, quand je suis là-bas, je me dis, le Sénégal, quand je vais rentrer, ça va être le Sénégal du Mbour que j'ai connu. C'est pas le Sénégal que peut-être Tidiane connaissait à la Médina. On n'est pas... Voilà. C'est un phénomène. Maintenant... Mbour, il y a 20 ans, c'est très différent. Mon esprit, oui, mais dans mon esprit, c'est quand même ce Mbour-là. Ah oui. Donc, en fait, on n'imagine pas forcément les peurs psychologiques des gens. Quand j'ai démarré ma deuxième boîte, j'ai eu Ibrahim Khan, qui était à l'époque chez Dolima, qui me disait, c'est marrant, il y a quelques années, les gens qui rentraient de la diaspora, ils voulaient être dans les grandes organisations internationales. Aujourd'hui, tu es un des rares que je vois dire, moi je veux rentrer et lancer ma boîte. Et aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des gens qui rentrent, ils ne se poseront plus la question de savoir est-ce que je vais avoir un bon poste dans une grande organisation. Ils vont aller dire, moi je vais créer ma boîte parce que du coup j'ai le contrôle des choses. Donc, à mon avis, la diaspora va probablement rentrer de plus en plus en tant que founder, plutôt même qu'en volonté d'être un exécutif. Désaccord, donc. Moi, je parie que la diaspora ne va rien faire. Il paraît que la diaspora est la meilleure source de founder. Founder ou opérateur, on peut très bien rentrer dans une boîte. Je donne l'exemple du Ghana. J'étais à Accra il y a 2 semaines. Et il y a un entrepreneur qui est venu me voir, qui était d'ailleurs dans la cohorte du SBC, qui était cofinancé par la terre, qui me dit au Ghana, en fait, on a mis en place une structure. Je pense que c'est avec les gens initialement avec les gens de Pays Pharma, de M-Pharma, qui disait que globalement, on a mis en place une structure qui permet aux exécutifs, à la diaspora, de pouvoir rentrer dans une start-up, de passer un certain temps et d'avoir une forme d'équité formalisée, comme un advisor à, je sais pas, 1%, 2%. Et j'ai vraiment, pour le coup, je lance un appel à certains des corporates. Chez Google, à l'époque, il y avait l'histoire des 10%. Un exécutif doit passer 10% de son temps dans des projets personnels. 20%. 20% même. Aujourd'hui, je pense que si on avait un truc comme ça dans l'écosystème, que ce soit surtout dans les grandes entreprises sénégalaises, par exemple, je passe 5% de mon temps dans une start-up et j'apporte quelque chose et j'ai peut-être de façon tout à fait légale un petit quelque chose, si c'est de l'equity, pas forcément du paiement en cash parce que en tant qu'exécutif dans une boîte, je suis déjà bien payé. Donc,
j'ai un petit équité qui, si la boîte fonctionne, va pouvoir me donner un truc supplémentaire. Évidemment, en tenant compte des histoires de conflits d'intérêts. C'est pas mauvais, ça, c'est une start-up. Moi, les Ghanéens font ça, et je pense sincèrement ça marche. En dernier truc sur l'écosystème kényan est très effectivement international, avec une grande dominance de tous les gens qui ont été impressionnés par M-Pesa. L'écosystème nigérien est très fintech. Par contre, j'ai observé que certains écosystèmes sont un peu différents. Celui du Ghana est très tech. Quand je dis tech, je dis technologie. On parle de deep tech. Oui, de deep tech. Et je pense que, vu la qualité de l'éducation sénégalaise d'antan, il y a quand même beaucoup de Sénégalais qui sont extrêmement bien formés. J'aimerais vraiment aussi que nous, on essaie de se différencier dans peut-être un peu plus de deep tech parce qu'on a les compétences. C'est pas facile, c'est pas difficile. Si aujourd'hui tu créais une boîte dans le nucléaire, je peux te garantir que tu trouverais des Sénégalais extrêmement bien formés et qui sont dans les instituts à l'étranger. Donc je me demande quand même si à un moment donné, il ne faudrait pas qu'on pense aussi à pousser ça. Là, on fait une petite poussée, nous, dans l'énergie, dans le solaire, dans le électrique EV. Et je pense que ça, c'est des secteurs qui sont un peu différents des fintech purement logiciels, avec un peu de logiciel, un peu de soft, un peu de data, mais avec un peu de physique. Je pense que ça, c'est des secteurs sur lesquels on peut peut-être créer de la différence. Mais lui a investi dans de la robotique au Sénégal. Oui, ben, on parle de la même, aborde dans le même sens. Bon, il y a un fleurisation. Ça, c'est floraison. Ça, c'est le mot d'aujourd'hui. Des doctorats sénégalais qui reviennent, qui cherchent comment ils peuvent revenir, justement. Dr Sidine Ndao, qui a fondé Daoust, qui est quand même un fournisseur d'ingénieurs dans pas mal de plus en plus ils vont graduer, ils vont intégrer dans les boîtes technologiques. Et il y a aussi Moustapha Cissé qui était au Ghana pour lancer Google AI, en fait un ancien collègue de Tidjane, et qui est en ce moment en train de monter sa boîte. Voilà, donc je pense que comme Tofen a si bien dit, il y a il y a du talent à un niveau très élite sénégalais. Pour ne pas parler de Aïcha Evans Sarr, qui était le DG de Zoox avant que ça soit racheté par Amazon pour $1 milliard. C'est une Sénégalaise. C'est rare d'ailleurs. Donc, effectivement, je pense que le Sénégal peut se différencier d'auprès de sa talent et pourquoi pas dans les tech un peu approfondis, etc. Un fonds AI, tu ferais? Pardon? Tu ferais un fonds AI? Un fonds AI? Ou une allocation? Peut-être une allocation. En fait, AI, c'est c'est un outil en fait incontournable en ce moment. Moi, quand je regarde le tech, je regarde quels sont les standards technologiques qui sont sortis. Si on regarde ce qu'on pense, souvent quand on dit tech, on pense de software, quoi. On pense de l'Internet. En fait, ça se repose sur principalement le standard HTTP, TC, etc. Et il y a un standard qui est sorti pour la robotique qui s'appelle ROS, ROS. C'est open source, etc. Donc souvent, les sociétés sont créées sur la base des standards open source. Même dans le Web3, il y a le ERC protocol, genre ERC 721, c'est pour le NFT, etc. C'est des protocoles sur lesquels les startups se développent des applications. Après, ce que on peut vraiment se baser sur notre capital humain, notamment au Sénégal, pour on peut se différencier des autres écosystèmes. Il faut aussi parler des femmes. Nous, on a eu la chance d'investir dans une femme très disons, expérimentée sur le plan de start-up, Biram Sol. Elle a sorti déjà deux de ces sociétés. Moi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, j'ai rencontré pas mal de femmes entrepreneurs qui hésitent quand même d'accepter l'argent de VC. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'encouragerais les femmes d'aller prendre l'aventure d'accepter, d'accueillir
les gros investissements, les gros fonds, parce qu'ils font partie de la moitié de nos entrepreneurs. Donc voilà. Dans ton portfolio, tu as eu des femmes qui ont refusé ton argent? Non, mais le point qu'elle fait, c'est un point qui est global, qui n'est même pas juste dans l'écosystème. Hein. C'est que les femmes sont plus... Alors, d'abord, on constate tous qu'il n'y a pas assez de femmes founders dans les boîtes qui lèvent. On se pose toujours des questions sur d'où ça vient. Il y a beaucoup de leviers. Il faut que dans les équipes de VC, il y ait plus de femmes. Il faut que... Mais aussi, comme il dit, parfois, mais encore une fois, ce n'est pas lié au Sénégal. Un homme va oser un peu plus qu'une dame de dire je vais prendre ce million-là, je risque de le perdre, mais c'est pas grave. Elles seront beaucoup plus prudentes et vont s'assurer de trucs bien solides avant de prendre ton argent. Mais alors, aujourd'hui par exemple, quand je regarde l'écosystème sénégalais, quand on se retrouve dans les rencontres, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a très peu de femmes founders. Il y en a très peu. Et que même un VC qui tient absolument à financer, tu n'en trouves pas beaucoup. Et que, comme il dit, celle que tu trouves, il dit oui, mais est-ce que je dois prendre de l'argent? C'est un peu dangereux. On aimerait que les rares qu'on trouve acceptent tout de suite de prendre des gros tickets. Mais au fond, c'est très étrange hein, ce qui se passe. Si vous allez dans l'ESP aujourd'hui, je pense que vous allez trouver dans les classes plein de filles. Ah oui. Il y a une rupture entre ce moment-là et le moment où ils deviennent founders, où les filles ont disparu. Et j'ai cyniquement, je disais culturellement, je m'attendais à ce que les femmes soient les plus à même d'être founders. Je m'explique. Le monsieur, il est attendu qu'il fonde son foyer et qu'il paye le rent et tout ça. A priori, ce que je comprends dans la culture sénégalaise, c'est que si elle est mariée, la dame n'est pas obligée, elle, de payer tout ça. Donc, elle peut être entrepreneur. Ou dépenser leur argent, c'est la question. Non, mais elles le font. On sait tous par ailleurs qu'elles font beaucoup après d'accompagnement social dans leur famille, etc. Mais je pense qu'on devrait avoir cette liberté de dire si le monsieur est assis dans une grande boîte, un grand corps, dans un fauteuil en cuir, madame devrait être entrepreneur et vice-versa. Je sais qu'à l'époque, je disais toujours, je suis entrepreneur. Je disais à mon épouse, toi, tu prends un poste tranquille, comme ça, moi, je vais être entrepreneur, et vice-versa. Donc, c'est peut-être ces petites choses-là où on peut libérer, mais on ne les voit pas. On les voit pas. Nous, on fait exprès de faire le tracking de notre pipeline, c'est-à-dire les startups qu'on rencontre, on note est-ce qu'il y a une femme fondateur, est-ce qu'il y a un fondateur africain ou bien non africain ou bien de la culture dominante. On suit l'origine en fait, et les execs aussi de la boîte. Vous restez sur franchement, on n'a pas noté ça, mais effectivement, c'est important. Mais c'est-à-dire il faut traquer ce qui est important pour vous, quoi. Donc si tu penses que c'est important, il faut le noter. Il faut avoir une base de données qui contienne ces informations. Comme ça, si tu sais qu'il y a un manque d'un type dans ton pipeline, c'est encore à vous d'aller chercher ces personnes. Peut-être votre pipeline n'est pas correct. En fait, quitte à faire un peu de discrimination positive, peut-être. Mais moi, je trouve le truc soft marche bien. Par exemple, le fait de dire que moi, je veux que dans mon équipe, celles qui prennent les décisions d'investissement, ce soient des femmes. Ça, pour moi, c'est comme ça que dans le long terme, le problème va se régler. C'est ce qu'Ama disait tout à l'heure, c'est la proximité culturelle. Si c'est des Américains qui font les investissements, ils vont investir dans des gens qui leur ressemblent. Je pense que ça joue aussi à ce niveau-là. Si celle qui prend la décision d'investissement, c'est une femme, je pense qu'il y a plus de chances que tu investisses dans des femmes. J'ai aussi une statistique très intéressante. Nous, par exemple, comme vous, nous, quand on fait du screening, la première chose qu'on regarde, c'est female founder. C'est le premier critère. Si on ne trouve pas, on dit local founder. Et si on ne trouve pas, maintenant on va élargir les autres critères. Mais c'est les deux premiers critères de female founder first. Et au début, je trouvais ça étrange et j'ai demandé, on m'a dit, en fait, on s'est rendu compte que, bien sûr, on aime bien la diversité, tout ça, mais en fait, on s'est rendu compte que, je pense, 40% des boîtes, quand il y a une femme, en fait, tu as bien moins de chances que la boîte capote. Tout simplement. C'est que le fait d'avoir, pas forcément un founder, mais en fait, la diversité, ça marche. Un key, par exemple, dans l'exécutif, dans le decision making, quand tu as une diversité surtout de gender, des femmes là-dedans, en fait, et qu'ils ont vraiment le pouvoir de dire non au fondateur, parce qu'il ne faut pas juste prendre la boîte et remplir avec des bénis oui, non. C'est vraiment quand on parle de staff, de key staff, c'est les gens qui sont capables de dire au fondateur non, on ne va pas, et ils l'écoutent.
Et on s'est rendu compte que, je pense que le taux par exemple de boîtes en Afrique qui passe de seed à série A, je pense que c'est 83% des boîtes qui meurent entre le seed et le série A aujourd'hui. Quand il y a une femme, ce taux baisse beaucoup. Globalement, en fait, le fait d'avoir un female founder ou bien dans l'équipe, en fait, ça augmente beaucoup tes chances. Parce que comme on dit, la façon de gérer n'est pas la même, l'attention au détail n'est pas la même. Connaître le consommateur, parce que la moitié des consommateurs sont des femmes. Donc, en fait, finalement, on a parlé de beaucoup de freins culturels. Finalement. Il y a ce hiatus-là entre les founders locaux et les capitaux étrangers. Il y a aussi ce problème-là culturel qu'on retrouve dans toute la société des femmes. Tu as parlé de la déperdition entre la rentrée en école et la sortie de l'entrepreneuriat. Et cette même déperdition donc, vraiment existe dans les premières classes de l'école. Quand on a le même taux d'alphabétisation, en tout cas de rentrée à l'école, que les filles et les garçons, mais au niveau de la troisième, tu en as perdu beaucoup. La moitié des filles, C'est l'hécatombe. La moitié des filles ont disparu. Donc c'est peut-être des sujets sur lesquels il faut travailler. Une émission et puis travailler dessus parce qu'elles peuvent être un facteur de succès important pour donc du coup, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des capitaux qui doivent être tropicalisés. Ça, c'est important. On a parlé des talents. On a parlé du premier étage de la fusée, donc Seed Capital plus Business Angel. On a parlé des success stories. C'est important de mettre les spotlights sur les écosystèmes. Je pense que la dernière levée de Wave a beaucoup attiré les investisseurs au Sénégal. Nous, à nos niveaux, on a reçu beaucoup d'emails, de contacts d'investisseurs sur LinkedIn, parce que justement, il y a ce problème-là. Et enfin, il faut ouvrir les structures d'accompagnement, on va en parler. Le Sénégal, accélérateur, incubateur. On va en parler gentiment ou Franchement. On en parle pas trop, et puis parce qu'on est là pour parler de ça. En fait, juste pour leur jeter la fleur une seconde, on m'interpelle souvent sur le fait que l'écosystème sénégalais est beaucoup plus dynamique que l'écosystème ivoirien, alors que l'économie ivoirienne est presque 2 fois plus grosse que l'économie sénégalaise. Et quand je regarde ça, pour moi, ça se ramène à cette histoire d'existence de structures d'accompagnement. Autour de 2008, entre 2008 et 2012, les premières structures d'accompagnement sont apparues au Sénégal. C'est à ce moment-là que les Jocolabs se lancent. Et puis aussi, c'est à ce moment-là que les structures comme Google arrivent dans l'écosystème en disant on veut aider, on veut accompagner l'écosystème. Et pendant cette période-là, on ne pouvait pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire à cause de la crise. Le résultat, c'est que toutes ces structures d'accompagnement n'ont pas été créées en Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire sort de l'ornière, à partir de 2013-2014, tous les autres pays ont déjà une dizaine de structures. Et puis les gens qui faisaient ça, ils sont occupés ailleurs, ils sont passés à autre chose. Et donc ça a mis beaucoup de temps pour qu'on voit les premières structures d'accompagnement apparaître en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, on le voit toujours dans le deal flow. Et donc juste l'existence de ces structures est à mon avis vitale. Parce que ça donne un point de rencontre aux entrepreneurs, ça les fait sortir du bois, ça promeut cette idée d'entrepreneuriat, ça fait rencontrer des gens comme toi, ça a énormément d'effets. Vraiment, il faut se féliciter de leur existence. Et il y a une corrélation pour moi directe entre la taille du deal flow et le nombre de structures qu'il y a dans un pays. Après, je vais pouvoir faire le méchant et le cynique sur la qualité de l'accompagnement si vous voulez. Moi, je vais peut-être attaquer directement sur peut-être certains effets que je trouve un peu, en tout cas pas forcément très positifs. Quand j'étais chez Minicom en 2016, on parlait beaucoup d'accompagnement, beaucoup de structures, beaucoup d'enablers, pour ne pas dire le terme. Et il y a 2 phénomènes moi, qui m'avaient étonné. Le premier, c'est que je trouvais qu'on avait de loin, on avait tendance au Sénégal à faire des prix d'entrepreneuriat. Ça vraiment, s'il y a quelque chose, à mon avis, il faudrait vraiment, je ne dis pas qu'il faut éliminer, mais ça a vraiment un côté pervers. C'est-à-dire que le fait de dire,
je suis l'entrepreneur de l'année. De prendre un jeune qui a lancé sa boîte il y a 6 mois, 1 an, qui commence à avoir un peu de traction, qui n'a pas encore levé de fonds, et de le balancer comme ça dans la télévision nationale avec le président de la République qui comprend un truc. En fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on donne un signal à la famille. On dit à sa famille qu'il a réussi. C'est que, je donnais vraiment l'exemple du gars, on vous dit tu dois traverser le désert. Tu vas jusqu'au Niger, on te dit tu vas traverser le désert jusqu'en Algérie. Je ne sais pas combien de centaines de kilomètres dans la chaleur. Au début du processus, on te donne un bain glacé. On te donne un bain glacé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu sors en disant mais j'ai pas besoin d'eau, je suis bon. Et en fait, au bout de 10 km, la douleur arrive. En fait, quand tu donnes un C'est du vécu, ça. au début, tu lui donnes un bain glacé. Et en fait, il donne l'impression qu'il a déjà réussi. Alors que le parcours n'a même pas encore commencé. On donne une mauvaise image, on donne en fait, et il retourne à la maison. On lui dit mais il faut passer des dividendes. On commence à parler d'exit. Voilà. Alors qu'il n'est même pas encore là. Je comprends par contre le besoin de faire ça, de montrer que l'entrepreneuriat sénégalais est en train de se développer. Je comprends aussi le besoin peut-être de certaines marques de communiquer dessus. Ce que je dis par contre, c'est que ça a un effet pervers et il faut traquer tous les gens qui ont reçu des trucs d'entrepreneuriat. Pas de problème. Je pense sincèrement que ce phénomène-là, il faudrait soit l'éliminer, soit le réduire, ou soit dire aux entrepreneurs le fait que vous soyez primés. Abondir. En fait, dans d'autres pays, on mesure la réussite de start-up en fonction de quantité d'argent qu'ils ont levé. Ici, on suppose que être start-upper veut dire quelque chose, bien qu'on n'a pas encore touché les 1 million de fonds levés. La société, en fait, je pense que la problématique avec les incubateurs, parce que je vois que les incubateurs comme le CETIC ont produit quand même des bons résultats. En fait, il y avait la boîte de Youssou, Wikari. En fait, je regardais tout à l'heure le cohorte qui était au niveau de Jamba Tech Hub en 2017. Il y avait Wikari, il y avait Paps, il y avait Coin Afrique qui vient d'être racheté. Il y avait, comment il s'appelle, Gifted Mom qui a fini par aller à Y Combinator pour devenir Healthlane. Mais donc, ils ont quand même fait leur boulot, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'accompagnement sans argent. Et ça, c'est la base du problème. Ils doivent être des investisseurs. Les accélérateurs doivent investir. L'exemple qui marche très bien, c'est en Égypte, avec Flat Six Labs, qui est très étroitement lié avec Sawari Ventures. Donc, il y a un suivi. Une fois qu'ils intègrent l'accélérateur, à la fin, il y a des démodés, il y a des investisseurs qui vont prendre le relève. Et je pense que c'est l'aspect qui manquait au Sénégal, c'est cette relève. C'est après que vous avez fait vos 3 mois ou 6 mois dans l'incubateur, qu'est-ce qui vient après? Voilà, la suite. Maintenant, je vais enchaîner sur peut-être un sujet plus délicat, c'est sur aussi la qualité de l'accompagnement. Il faut être honnête en fait. Encore une fois, on n'est pas forcément dans la critique, on dit juste les choses telles qu'elles sont. Je me rappelle moi, au tout début, quand j'étais au Kenya, il y avait le iHub. Et en fait, ça attirait énormément de monde, énormément d'investisseurs, énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Et on regardait. Et en fait, je regardais mais combien de gens sont sortis de là, et qui ont levé des fonds ou qui se sont développés. Et en fait, on voyait les gens rentrer et ça ne sortait pas. Je dis, mais c'est quand même étrange. Et à un moment donné, on a commencé à se dire, mais est-ce que c'est pas eux-mêmes c'est eux-mêmes des startups en fait. Le gars, il va aller lever des fonds dans un DeFi, il va partager une partie de ces fonds-là un peu à gauche, à droite avec quelques startups, mais il a besoin de ça pour vivre. C'est lui-même une startup. Il n'a pas encore réussi en fait. Il n'est pas forcément en mesure d'aider les autres parce que lui, il doit survivre en fait. Donc, je reviens sur l'accompagnement. Je suis persuadé que l'accompagnement dépend aussi de qui est dans l'incubateur. Et je ne dis pas qu'il faut l'avoir fait, mais sincèrement, si moi je dois accompagner des startups et que je n'ai jamais lancé de startup de ma vie, la sueur du vin du mois, je te réveille à 4 h du matin avec une sueur froide en se demandant
comment je vais assurer les salaires. Enfin, il y a des choses, si tu ne l'as jamais vécu, même si on te le dit, tu n'en es... En fait, je pense que la qualité de l'accompagnement dépend des opérateurs, des anciens fondateurs, qui doivent peut-être prendre le relais, mais même avec la meilleure idée, même avec les meilleures connexions, tu ne peux pas accompagner une start-up si tu n'as jamais été dans le loop, ou tu ne l'as jamais fait, c'est quand même difficile. Mais du coup, il y a une raison d'être optimiste, parce que si tu démarrais il y a 10 ans ou 12 ans au Sénégal un incubateur, ben, il n'y avait pas beaucoup d'anciens entrepreneurs. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, on a beaucoup d'anciens entrepreneurs qui peuvent faire eux de l'accompagnement. Je pense qu'il y avait un effet systémique qui était que, au début, ce ne pouvait pas être des vétérans parce qu'il n'y avait pas de vétérans, et qu'aujourd'hui, ça peut être des vétérans parce qu'il y a des vétérans. Donc, a priori, moi, je m'attends à deux choses sur les accompagnements. Un, donc, la qualité des accompagnateurs va évoluer très vite, et deux, ça devient de plus en plus évident pour tout le monde qu'il faut qu'ils investissent. Donc, les accélérateurs aujourd'hui, le modèle où tu n'as pas de capital, ou comme dit Kama, tu es obligé de courir, aller le chercher à gauche, à droite. Je pense que de plus en plus, il va être clair que tu vas mettre du capital sur la table. Et si on a cette combinaison-là, encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais on va revenir à cette idée qu'on a quasiment des business angels qui ont entre leurs mains du capital, qui sont dans une structure d'accompagnement, mais qui peuvent prendre l'entrepreneur par la main et le tirer. Je suis optimiste sur le futur des incubateurs. Moi, quand je vois Maggi Sok se lancer avec l'autre dans Haskell, écoute, je suis plein d'optimisme parce que ça, c'est quelqu'un qui a déjà monté sa boîte, qui l'a dirigée, qui connaît la sueur devant du mois mieux que tout le monde, qui n'a pas fait une boîte sénégalaise, mais une boîte africaine. Et quand elle dit, écoute, j'arrête, je sors de mon beau bureau, de mon beau titre, et je descends là sur le terrain, je prends des boîtes, je les accompagne. Non seulement ça me donne de l'espoir parce que c'est elle, mais je sais qu'elle va pouvoir aller choper des gens qui ont de l'expérience, les mettre dans sa boîte. Elle va pouvoir lever de l'argent pour financer les boîtes. Il y a tout, tu vois. Et regardez, hein, c'est en train d'arriver. Encore c'était un nom, mais si vous regardez au sein du WIC, c'est qui les dames qui sont là au sein du WIC? C'est quand même des nanas qui ont plein d'expérience. Tiaba, Evelyne, c'est des femmes qui ont déjà... Voilà. Et donc, c'est en train de se faire. Je pense que c'est en train de se faire sous nos yeux la première génération d'accompagnement early stage qui est expérimenter elle-même. Et elle est en train d'arriver. Et les studios comme Haskell, ça c'est un phénomène nouveau. Voilà. Les anciens incubateurs, je pense que c'était plus beaucoup d'événements, beaucoup de hackathons, beaucoup de... presque un bureau en fait. Presque une espèce de club, on va dire, social, où voilà, je me sens moins seul. Par contre, les studios, c'est un autre phénomène encore. Donc, il y a Founders Factory en Afrique du Sud, qui est un spin-off de celui de Londres. Il y a Haskell. Ouais, effectivement, par contre, ça c'est une couche nouvelle. En studio, c'est encore différent d'un incubateur. Les gens te laissent aller en fonction des versions. 6 mois à 18 mois, on accompagne une boîte. On met une équipe autour. On met tout son réseau autour. Donc, c'est pas un programme de 4 semaines, tout ça. C'est quand même c'est du lourd. Et beaucoup de moyens. C'est qu'ils mettent quand même des moyens. Ils mettent des gros hackers, ils mettent du marketing, ils mettent de l'étude. Quand même, si tu es accompagné par ces structures-là, tu as au moins 50% de plus de chances de réussir. Comme tu disais tout à l'heure, même une idée médiocre. Même, je dis toujours, l'entrepreneur médiocre que j'étais il y a 20 ans, s'en serait sorti dans un studio. Donc finalement, c'est aussi un peu ça la raison d'être de cette startup, c'est un peu porter cette voix-là pour dire il faut, dans ces entrepreneurs, il faut parler à des entrepreneurs, il faut des gens qui connaissent la startup pour accompagner et parler de startup. Donc nous sommes arrivés au terme de cette émission, donc on a 5 minutes pour conclure, donc un dernier mot, je suis encouragé par le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique de manière globale. L'Afrique, avec 1,3 milliard d'habitants, c'est un marché 4 fois, avec la population 4 fois la taille des États-Unis. On peut mettre les États-Unis et l'Europe dedans. Et en plus, comme j'ai dit, en fait, j'ai posté tout à l'heure, les investissements dans les startups africaines, ils vont vers le besoin. Parce que l'Afrique a historiquement perçu une toute petite fraction de l'investissement mondial, jusqu'à 2% de l'investissement étranger direct. Donc, du coup, là, il y a un manque, il y a un besoin d'investissement important. Et donc, chaque investissement dans l'écosystème
des startups africaines va pour recruter quelqu'un du talent, pour acheter des équipements, pour développer des technologies. Et c'est différent que d'aller investir dans Bitcoin. Bon, si tu mets ton 10 000 $ dans Bitcoin, le prix va changer d'$1, mais ça n'a aucune incidence sur la création de la valeur réelle. En fait, pour moi, l'investissement dans les startups africaines, c'est la création de valeur. Et donc, du coup, ça peut être qu'un flywheel. Ça veut dire que il y aura de croissance exponentielle venant des investissements initiaux en Afrique. Je pense que l'écosystème sénégalais, surtout en Afrique francophone, généralement, est encore un peu en arrière. Barrière de la langue, peut-être retard au démarrage, comme on avait avec la Côte d'Ivoire. Mais je pense que la vague arrive. Moi, j'ai vécu en France avant la vague de l'investissement et après. Je peux vous garantir que quand la vague est là, les gens vont lever des sommes. Vous allez voir le nombre phénoménal d'entrepreneurs arriver. Maintenant, on a des difficultés. Je pense qu'il faut en parler maintenant. Il faut essayer de résoudre ces difficultés. Je suis encouragé généralement par le fait que nous sommes peut-être la première génération d'Africains qui vont fabriquer. Ce qui m'a toujours choqué quand j'arrivais dans un pays, je suis allé par exemple en Tanzanie en 2017, au début du BRT. Et les gens avaient beaucoup de problèmes sur le ticketing, parce qu'ils ont importé des trucs de Belgique et ça ne marchait pas. Et quand tu parlais aux gens, quand on est arrivé avec la bonne solution, les gens ne pouvaient pas te croire, parce qu'ils disaient, mais c'est qui est dans l'équipe? Ils attendent de voir un Européen. En fait, quand tu leur dis que c'est toi, il y a cette idée que non, ça ne peut pas être toi là, c'est forcément, ou alors tu as dû le copier d'ailleurs. Parce qu'en matière de technologie, on est un peu consommateur. Regarde ce qu'on utilise dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin. Il n'y a rien qui est fait pour nous et par nous. Donc nous sommes peut-être la première génération d'Africains qui vont construire ce dont on aura besoin nous-mêmes. Et donc ça, quand même, je trouve que c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les boîtes qui font sur les écosystèmes qui se développent sur du deep tech. Ils ne suivent pas forcément la tendance autre. Ce que j'aime bien en plus dans l'écosystème sénégalais, c'est que dans les autres écosystèmes, avec l'influence de Y Combinator, on a cette idée de X for Africa. I want to be the Stripe for Africa. Je veux être le visa de l'Afrique. Nous, on n'a pas forcément ça. Parce qu'on n'a pas forcément ce playbook. Donc, l'entrepreneur sénégalais qui démarre, il a un problème au marché, il veut résoudre ça. Il est plutôt parti du problème pour trouver une solution. Versus je veux être la réplique de Amazon, je veux faire Jumia au Sénégal. Ouais. D'accord? Et donc, pour moi, avec ces deux phénomènes, je trouve quand même que voilà, l'avenir est plutôt, à mon avis, brillant, malgré quelques restrictions sur le marché de l'investissement qu'on voit aujourd'hui avec les crises. Le dernier point que je vais juste rajouter sur l'écosystème sénégalais, c'est peut-être que nous devons tous travailler à cette idée de masse critique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on avait 20 boîtes sénégalaises qui sont en série A, l'accélération va suivre tout seul. Le temps d'arriver à ça, ça va être compliqué. Mais je pense qu'à partir d'une certaine masse critique, les choses vont fonctionner tout seul. Comment arriver à cette masse critique? C'est la question ouverte. Mais à mon avis, à partir d'une certaine masse critique, le playbook sera là, le financement sera là, et les choses vont arriver tout seul. Moi, je suis heureux qu'on ait cette conversation aujourd'hui et qu'autour de la table, j'ai des gens que je connais depuis très longtemps, que je retrouve ici sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est le signe vraiment des temps et que je vois deux investisseurs de seed au Sénégal assis autour de la table. Donc nous arrivons au terme de ce podcast. Donc nous allons retenir 4 ou 5 points. Donc le premier point, c'est qu'il faut tout faire pour avoir des investisseurs locaux, en tout cas des capitaux locaux, pour qu'il y ait une acquaintance et une compréhension entre les fondeurs et ceux qui tiennent les capitaux. Il faut beaucoup insister sur le fait qu'on a besoin de seed capital et de business angel pour pouvoir vraiment démarrer les fusées. Il faudrait aussi un pool de talent qu'on va développer et puis qu'on fasse un effort très important sur la composition des équipes. Il nous faudrait aussi des success stories qui vont justement encourager les gens, encourager ceux qui tiennent les capitaux et puis justement
peut-être attirer la diaspora de façon accessoire. D'accord. Et pour les accélérateurs, les incubateurs et les structures d'accompagnement, donc Kylian a mentionné qu'il faudrait qu'ils mettent la main à la poche, qu'ils mettent de l'argent, c'est très important. Et puis pour les opérateurs, pour ceux qui la tiennent, il faut des gens qui connaissent la startup, qui ont déjà vécu dans la startup, dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir justement bien accompagner les gens. Parce que qui mieux qu'un entrepreneur pour accompagner d'autres entrepreneurs. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, donc je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour un autre numéro. Et en attendant, continuez à faire votre boulot d'entrepreneur, c'est-à-dire soyez des rêveurs, continuez à prendre des risques. C'est comme ça que vous serez heureux pour continuer à faire ce que vous faites. Merci beaucoup.